Bonjour, je m'appelle Bérangère, j'ai 39 ans, maman de 3 enfants et veuve de Xavier, mon époux. Aujourd'hui, je vais vous parler de choix difficiles mais essentiels, du deuil, et de comment en couple on peut peut-être échanger simplement autour de la perte de celui ou de celle que l'on aime. Merci. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, certainement l'un des derniers de cette année 2025. Et non des moindres, vous allez voir, ça va être un épisode, je pense, très intense, mais qui me tenait à cœur depuis longtemps, depuis 18 mois maintenant. Et je vais vous raconter à quel moment l'idée de ce podcast a germé. Tout d'abord, bonjour à Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik, je suis ravie de te retrouver autour de notre micro. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris le temps d'enregistrer, donc ça fait plaisir d'être de retour en selle, si je puis dire. Ouais, c'est vrai qu'on a un temps, en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps pour le podcast. Vous avez dû voir qu'il y avait un peu moins d'épisodes, mais parce que on était sur la préparation de la masterclass, l'art de s'engager. On a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette masterclass qui est unique et tellement puissante. Donc, on est très heureuse du travail, mais il faut savoir faire du coup des choix. Et on a fait le choix de donner un peu moins de temps sur le podcast. Donc, on a une longue liste d'attente pour des épisodes à venir. Mais voilà, promis, on reviendra en force début 2026. Alors, je vais pas tarder à vous présenter notre invité. D'abord, je voudrais vous dire comment j'ai rencontré Bérangère. Je me souviens très bien parce qu'on était en train de faire un shooting au Mas des Prêcheurs avec Arnaud et avec notre photographe Justine. Donc, quand on allait lancer Amour toujours. Donc, c'était en avril 2024. Et puis on fait la pause déjeuner assez tard. J'entends que j'ai un petit vocal, donc je vais l'écouter parce que voilà, pour tout vous dire, je sors faire ma petite pause cigarette du déjeuner avec mon petit verre. Là, je vois un petit vocal, donc je l'écoute et j'entends la douce voix de Bérangère qui commence par me remercier pour les carnets Amour toujours, pour ses rendez-vous qu'elle a pu faire avec son mari. Donc je me dis chouette, voilà, c'est des messages que j'ai assez régulièrement. Et là elle me dit qu'en fait elle vient de perdre son mari d'une façon très brutale par un accident du travail. Donc là évidemment je sens que sa voix se serre et moi mon cœur se noue. Et donc elle voulait d'autant plus me remercier parce que elle disait que les rendez-vous qu'elle avait pu vivre grâce au carnet leur avaient permis de renforcer leur couple avant le décès de son mari. Bon, évidemment, j'étais très touchée et elle me dit qu'elle a quand même un regret, c'est que elle doit prendre des décisions. Elle vous l'expliquera par rapport au décès de son mari, qu'en fait, elle se sent pas tout à fait armée parce que c'est un sujet, la mort, dont ils n'ont jamais parlé, qu'ils n'ont jamais abordé. Elle me dit ça, elle me dit, je sais pas, je vous l'exprime, mais peut-être que vous pourrez en faire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui nous a manqué, je pense, et une question sur laquelle je me trouve aujourd'hui un peu démunie. Donc on échange avec Bérangère, je lui propose, parce que je trouve son témoignage vraiment hyper intéressant et la question qu'elle soulève assez primordiale. Donc je lui propose de venir en parler sur le podcast. Donc elle me dit que elle se sent pas prête, qu'elle est trop à fleur de peau aujourd'hui, qu'elle a pas assez de recul. Ce que je comprends tout à fait, mais j'ai je pense semé une graine. Et Bérangère m'a rappelé il y a quelques jours pour me dire qu'elle était prête et qu'elle voulait venir témoigner. Elle vous expliquera pourquoi. Elle le dira bien mieux que moi. Mais voilà pourquoi aujourd'hui on a pris ce temps avec Marie-Lise d'enregistrer cet épisode, parce que je pense qu'il peut être un témoignage très fort, mais au-delà d'un témoignage, parce que c'est ce que j'expliquais à Bérangère, Au cœur du couple, on n'est pas un podcast qui veut faire du sensationnel pour attirer plus d'écoute. On veut que ça reste vrai, authentique, et qui est une raison d'être en fait de nos épisodes.
Et là, je pense que le message ou les messages même que Bérengère veut qu'on mette un peu en lumière, sont très intéressants et peuvent nous apporter à tous. Pour tout vous dire, donc ça c'était en avril 2024, et moi ça m'a vraiment travaillé cette histoire de la mort et de ces conversations. Et quand on est parti avec Arnaud en juin à Cotignac, pas très loin de chez nous, et on a vraiment consacré notre marche vers Cotignac sur ce sujet de la mort, de la disparition, ce qu'on voulait l'un pour l'autre. Alors Arnaud était pas le plus à l'aise et quand je lui ai dit au début, il a dit oh non t'es sûr, et en fait après il m'a remercié parce que voilà, je pense que ça a été une conversation très forte et qui nous a éclairés tous les deux. On a été très surpris par ce qu'on souhaitait chacun. Ça a été du débat, des décisions à prendre, clairement, mais je pense que ça nous a aussi soulagés. Alors, on n'est pas encore parfait sur la question. Moi, j'aimerais notamment pouvoir aujourd'hui tout mettre consigné par écrit, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec Marie-Lise aussi, qui pourra nous donner peut-être des clés, des conseils pour comment bien aborder cette question dans son couple et puis comment la formaliser peut-être. Mais voilà, donc pour vous dire que Bérengère, dans ce vocal, a semé aussi une graine en moi, très clairement, dans notre couple. Et donc moi, aujourd'hui, je veux qu'elle en sème dans tous ceux qui écouteront ce podcast. Bonjour Bérengère. Bonjour Sophie. J'ai été longue dans mon introduction. Je pense que c'était important de replacer le contexte. Et puis voilà, j'ai parlé comme ça m'est venu et avec ce que j'avais sur le cœur. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Bérengère, j'ai 39 ans, bientôt 40, à la toute fin d'année, mais je tiens encore à mes 39 ans. J'habite Oullins, en région lyonnaise. Je suis l'heureuse maman de 3 enfants qui ont aujourd'hui 7 ans, 10 ans et 12 ans. Et je suis donc malheureusement la veuve de Xavier, comme j'aimais à l'appeler, mon amoureux de mari, qui est décédé l'année dernière, comme tu l'as précisé en amont, après 20 ans de vie commune passée ensemble, dont 13 ans de mariage. On sent déjà l'émotion, mais je pense qu'elle va être partagée. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit descriptif de votre couple, voilà, qui est-il, un peu votre rencontre, et puis quels étaient vos points forts, vos points faibles, comment vous viviez tous les deux? Alors oui, c'est une belle histoire. Alors c'est pas comme dans les films, mais presque. En fait, on s'est rencontrés il y a pile 21 ans, le jour de la Saint-Xavier d'ailleurs, c'est drôle. Je suis pas très fête, mais ce jour-là, j'avais écouté la radio, je me souviens, et je m'étais dit tiens, c'est la Saint-Xavier. Le soir même, on présente ce grand jeune homme brun aux yeux bleus, magnifique. Et tout de suite, coup de foudre. Enfin, vraiment, une connexion s'opère très vite. Et quelques jours plus tard seulement, alors que j'étais une jeune fille très sage, qui faisait un peu attention à qui elle parlait, à qui elle faisait confiance. J'avais même pas 19 ans à l'époque. Et ben, il a su, je dirais, fendre la carapace, fendre l'armure. Et les choses se sont faites de manière très naturelle, sans calcul, sans on se pose, dans tant d'années on fait ça, dans tant de temps on fait ça. Tout a été fluide. Je dirais du moment où on s'est rencontrés jusqu'à malheureusement cette disparition l'année dernière. Après, on n'était pas un couple parfait. Je pense que comme dans tous les couples, il y a des moments où ça va plus ou moins bien. Il y a aussi des épreuves de la vie. Il y a l'arrivée des enfants qui est souvent un tsunami. On avait acheté une maison en même temps que j'accouchais de l'aîné. Enfin, tout, comme tout bon trentenaire, tout arrive en même temps. Mais je dirais qu'il n'y a jamais eu de gros nuages noirs au loin. On a toujours vu des petits cumulus au-dessus de nos têtes qu'on a réussi à se faire disperser par la discussion. Enfin, c'est un peu peut-être quelque chose qu'on entend trop souvent, mais c'est quand même la clé. On discutait tout le temps. C'était pas que mon mari, c'était aussi mon meilleur ami. Donc moi, j'étais ravie de lui parler de ma journée, de ce que je vivais, de ce que je ressentais. On avait la chance de bien se comprendre. On était du même signe aussi. Alors je pense que ça aide pour certains points, mais pas pour tout. Voilà, il avait un sacré caractère aussi, mais quelqu'un de très généreux. Voilà, c'est le copain qu'on appelle pour aller déménager et qui est toujours présent. C'est celui que la voisine âgée venait chercher à 2h du matin pour aider son mari qui venait de tomber du lit. Enfin, vous voyez, c'est le genre de copain super sympa qu'on a tous envie d'avoir dans notre entourage. Et moi, j'étais très fière d'être son épouse et d'avoir été choisie par lui pour l'accompagner toute sa vie, quoi. Même si elle n'a pas été très longue. Le coup de foudre a été partagé. Oui. Et lui, tout de suite, il m'a dit, j'ai jamais ressenti ça. Et d'ailleurs, ça a été hyper rapide puisque pour des raisons, un peu matérielles, au bout d'un mois, il s'est retrouvé à la rue à Lyon au mois de janvier. Et moi, j'avais un studio et spontanément, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je peux t'héberger quelques semaines. Mais bon, je le connaissais à peine. Je me rappelle de mes parents qui étaient
complètement paniquée en me disant mais à qui fais-tu confiance? Et donc je l'ai présenté beaucoup plus vite que prévu à mes parents pour les rassurer. Et tout de suite ma mère m'a dit mais oui t'as raison, on le sent nous aussi très bien dans sa façon d'être et dans ce qu'il dégage. C'est quelqu'un de très sain, voilà. Quel âge avait-il lui? Lui il avait 21 ans. 21 ans. Et si tu veux bien, on va juste ouvrir une petite parenthèse. Parce que, donc, toi, tu avais 19 ans, lui, 21 ans. On a tendance à penser qu'une rencontre qui est faite aujourd'hui, à cet âge-là, c'est pas une rencontre qui peut durer, que ce sera forcément éphémère parce qu'on est jeune, parce qu'on va se construire, parce que nos études vont nous faire prendre des voies différentes, qu'on va être séparés. Donc, je pense que aujourd'hui, des jeunes de 19, 20, 21 ans vivent leur histoire d'amour peut-être de façon plus superficielle parce qu'ils ne croient pas vraiment que ça puisse être déjà la vraie histoire d'amour. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, vous, de votre jeunesse, ou c'est jamais rentré en ligne de compte? Non, c'est jamais entré en ligne de compte. Alors la différence pour lui, c'était qu'il rentrait dans la vie active à cet âge-là, à 21 ans. Il arrivait sur Lyon pour commencer son premier poste. Il avait fait un BTS. Moi, je débutais aussi mon cursus BTS. J'hésitais en fait à aller plus loin dans mes études. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pu aller jusqu'au master, puisqu'il m'a dit, écoute, t'es doué, moi j'ai un salaire, va jusqu'au bout, jusqu'où tu peux aller. Moi, je suis là pour te soutenir. Et en fait, c'était vraiment, je crois, la clé de notre couple, c'était que quand il y en a un qui était très chargé, qui avait beaucoup de choses à penser, et l'autre était là pour lui, et inversement, dans sa reconversion, moi j'ai été là pour lui, justement un petit peu avant son décès. Donc je dirais qu'on a grandi ensemble d'une certaine manière. Ce qui fait que la perte est d'autant plus difficile parce je pense que on s'est étroitement liés aussi dans nos identités. D'ailleurs, quand on parlait de nous toujours avec nos deux prénoms liés. C'était jamais l'un sans l'autre. J'aime pas trop ce côté fusionnel parce que je l'ai parfois entendu, mais parce que pour moi il y a un côté un peu péjoratif. On peut pas exister l'un sans l'autre, alors qu'au contraire, voilà, il partait avec ses copains. Moi, j'étais ravie pour lui. Inversement, on sortait très souvent en semaine, chacun de notre côté. Mais les grands projets de vie, les grands choix, on les faisait ensemble, oui, tout le temps. Souvent, je trouve que à cet âge-là, enfin, se rencontrer jeune et s'engager jeune, ce qu'on entend, c'est dire, bah, en fait, si je m'engage déjà avec elle ou avec lui, j'aurais pas suffisamment vécu. Quand arrivera, quand j'aurai 30, 40 ans, je regretterai de pas avoir assez profité. Je trouve ça bien, toi, d'entendre aussi que, bah non, en fait, du coup, on avait plus de temps pour construire. On a grandi ensemble, on s'est ancré ensemble, ce qui a fait que on a pu construire une relation qui a vraiment été complice. Tu parles du lien parce que vous avez eu ce temps-là et que vous avez été aussi ensemble dans ces moments où vous vous êtes construits. Donc je trouve que c'est déjà, tu vois, un premier beau message. Voilà. Oui, c'était une force vraiment, je trouve, même quand on se questionne sur justement son avenir, ses choix, le fait d'en parler à deux, de l'exprimer oralement, de le verbaliser, de confronter les idées, ça permet aussi de bien cheminer et de valider son choix, d'en être certain. Et puis le fait de se lancer aussi dans un projet en étant deux, on a moins peur forcément. Après, moi, c'est pas présenter l'occasion de partir à l'étranger, mais je sais qu'à la fin de mon cursus, j'ai travaillé 6 mois à distance de lui. C'était très difficile parce qu'il manquait beaucoup, mais il était ravi pour moi et moi je savais que c'était un laps de temps défini. Donc après je sais pas dans le temps si ça avait duré plus longtemps, ce que ça aurait pu donner, on ne sait pas. Oui, mais on n'est pas dans une relation passionnelle qui vous a empêché chacun de faire vos choix, chacun de construire. Tu l'as dit, on avait nos amis, on avait nos sorties chacun de notre côté. Donc voilà, vous avez géré cette relation dans votre jeunesse intelligemment. Vous êtes mariés au bout de combien de temps? On s'est mariés au bout de 7 ans. D'accord. Ah oui, donc tardivement quand même. Ouais. Je venais de finir mes études, j'avais un CDI depuis peu, et puis on avait vraiment envie de construire une famille. Alors peut-être ça pourra être un peu désuet pour certains, mais moi, il me tenait très à cœur de porter son nom de famille. Et aujourd'hui, j'en suis très émue et très fière quand on m'appelle par mon nom d'épouse, parce que je me dis c'est aussi un héritage qui m'a transmis. Donc voilà, on a commencé à se marier et ensuite on a eu les enfants. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette journée où tu apprends qu'il a eu un accident? Alors, c'était effectivement en avril 2024, l'année dernière, quelque temps avant la quarantaine, comme beaucoup de quarantenaires, je crois, aujourd'hui. Xavier a eu envie d'entamer une reconversion. Donc, auparavant, il travaillait dans l'industrie pétrolière pour un grand groupe français. Mais à côté de ça, c'était quelqu'un de très manuel, très méticuleux aussi. Et il avait à cœur de travailler de ses mains.
Et donc, il a postulé pour intégrer un cursus accéléré pour devenir menuisier chez les Compagnons du Devoir. Donc, cursus assez exigeant, mais ça lui plaisait beaucoup. Il a effectué un certain nombre de stages, bien sûr, dans le cadre de cette formation professionnelle. Et malheureusement, début avril, il a chuté depuis le toit d'une camionnette de chantier en chargeant du bois. Et il est tombé sur la tête. On est suivi un traumatisme crânien, suivi, bon alors c'est un peu médical, mais d'un hématome sous-dural, et il est décédé 5 jours plus tard à l'hôpital après un coma artificiel de cette même durée de 5 jours. Mmh. C'est dans ce laps de temps, dans ces 5 jours, notamment, que toi, tu t'es sentie un peu démunie face aux décisions que tu devais prendre? Oui, alors déjà bien sûr, on s'attend pas du tout à ça. Je tenais juste à préciser que le matin, tous les matins de notre vie, nous nous sommes toujours dit au revoir avec un vrai baiser, en se regardant dans les yeux, parce que Xavier était un motard. Il conduisait presque tous les jours à moto, et nous, on savait forcément le danger qu'il y avait derrière ce moyen de transport. Donc tous les matins, on se faisait le vrai baiser du matin. Et je me souviens encore de ce dernier baiser, donc je me dis, on a tellement bien fait de le faire. Et donc moi, j'ai été appelée dans la journée. J'ai compris tout de suite que c'était très grave, parce que le médecin me l'a répété, je crois 3 ou 4 fois. Je pense que c'est des consignes peut-être qu'ils ont pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc madame, c'est grave, madame, c'est très très grave. Et donc tout de suite, ils m'ont dit, on peut pas vous attendre, on est obligé de le plonger tout de suite en coma artificiel. Donc forcément, sur la route, voilà, je me posais beaucoup de questions. Et puis arrivé à l'hôpital, j'ai compris tout de suite que s'il n'y avait pas eu une opération dans l'immédiat, c'est que les chances de survie étaient quand même déjà limitées dès son arrivée. Et donc, petit à petit, on nous a dit qu'il y aurait une première intervention. Là, il n'y avait pas de questionnement, puisque ça ne pouvait ni forcément aggraver la situation, et au mieux, ça pouvait l'améliorer un petit peu. Cette première intervention a été un échec, malheureusement. Et ensuite, s'est posé la question de la deuxième intervention. Et là, on a senti le questionnement des médecins. Quand je dis on, c'est toute ma belle famille qui m'a rejointe très, très vite. Donc, j'étais vraiment bien soutenue. Il y avait même le meilleur ami de mon mari qui a toujours été là pour lui, et ça me tenait vraiment à cœur qu'il soit présent aussi. Et donc là, les médecins forcément ne voulaient pas nous influencer dans notre décision de cette opération ou non. Mais en creusant un petit peu, on a compris que ce serait juste un cœur qui bat, quoi, et qu'il y aurait plus rien derrière. Et alors oui, un cœur qui bat, nous, ça nous va, parce que c'est encore un corps chaud, c'est encore quelqu'un qui est vivant, qui respire. Mais tout de suite, on s'est regardé et on a dit non, on lui doit autre chose. Xavier, c'est pas ça, c'est quelqu'un de très fier, qui n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit, qui ne se plaignait jamais, sauf pour un rhume, comme tout bons hommes, je dirais. mais voilà, c'est posé cette question-là de cette décision. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on n'en a jamais parlé. Comme on n'avait jamais parlé du don d'organes, et là tout de suite je me suis dit, il est jeune, il est en bonne santé, c'est évident qu'on va m'en parler à un moment donné. Ça a été le cas le lendemain, avec une équipe incroyable d'ailleurs, très très humaine, qui est arrivée tout en douceur pour nous parler de ça. Et puis ensuite, la dernière grande étape, la dernière grande décision, ça a été est-ce qu'on arrête les soins ou pas, puisqu'en fait il n'y avait plus aucun espoir, et que son état allait forcément s'aggraver au fur et à mesure du temps qui pouvait être très très long. Et ce qui était plus ou moins estimé par les médecins, et qui s'est accéléré quand j'ai pu aller lui parler. Je sais pas si tu veux que j'en parle, mais voilà, à un moment donné, les médecins nous ont dit soit on va pouvoir sauver son cœur, et moi ça me tenait vraiment, c'est ce que j'allais dire, à cœur, de pouvoir sauver parmi les organes son cœur pour qu'il soit transféré, pour qu'il y ait que du malheur derrière cette horreur. Soit malheureusement, pour plein de raisons, son état va se dégrader plus lentement, et là il va falloir prendre une décision, et on ne pourra pas à ce moment-là sauver son cœur. Et je me suis dit tout de suite au fond de moi, c'est pas possible, il faut que j'aille lui parler. Et donc j'ai laissé tout le personnel et la famille avec les médecins, et je suis partie dans sa chambre en courant, et je lui ai parlé. Voilà, je lui ai dit qu'il avait dit au revoir à tout le monde, puisque nos enfants étaient venus le matin même pour lui faire un dernier adieu. Que je l'ai rassuré, parce que je savais au fond de lui, même s'il était dans le coma, que il tenait pour moi aussi. Je l'ai rassuré quant à la suite. Je lui ai dit que ça allait aller, que j'allais tenir, que j'allais tout faire pour continuer d'aider nos enfants à avancer, à grandir, mais que lui pouvait aller se reposer, parce qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, et que quoi qu'il arrivait, je savais qu'il allait être à mes côtés. Je sentais aussi qu'il voulait pas que je sois là pour son départ. Donc j'ai quitté la pièce. Je lui ai dit bon allez, on fait ce qu'on dit, et comme on a toujours tout décidé ensemble, on décidera encore jusqu'au bout. Et je suis partie, et j'ai croisé des amis qui m'ont emmenée boire un café dans le parc de l'hôpital.
Et 15 minutes après, on est venu me chercher en courant, un peu paniqué, en me disant il se passe quelque chose de grave. Et en fait, il était parti. C'est fou ce que tu dis de cette connexion jusqu'au bout, même quand on croit qu'elle est plus forcément possible. En fait, de croire que l'amour, ça va au-delà d'une conversation orale qu'on peut avoir, d'un regard, mais que même proche de la mort, même dans un coma, on arrive à établir cette connexion. Parce que toi, te dire, je sentais que il voulait pas que je sois là, et t'es parti. Oui, je saurais pas le dire. C'est très étrange. C'est vraiment une sensation. D'ailleurs, quand j'étais arrivée le premier soir à l'hôpital, il y avait vraiment 2 sons de cloche. Il y avait le premier chirurgien qui passe et qui m'avait dit non, mais ça sert à rien de lui parler, madame, il n'entendra rien. Ensuite, il y a eu forcément le changement de service et 1 heure après, un nouveau chirurgien était venu et m'avait dit oui, il faut lui parler, il faut lui amener son parfum, des photos. Et à chaque fois qu'un médecin venait nous voir et échanger avec nous ou dans une autre salle à côté, on revenait et on lui racontait tout. Moi, je lui racontais à chaque étape où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qui allait se passer, parce que je me disais, je sentais qu'il m'entendait. Voilà, je sentais qu'il m'entendait. Oui, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est toi qui savais et qui sentais. Vous n'aviez jamais tous les deux parlé de la mort? Alors sur le coup, il m'a semblé que non. Je pense que j'étais aussi beaucoup dans l'émotion et complètement perdue. Après coup, de longs mois plus tard, je me suis souvenue d'une conversation qu'on avait eue, je me souviens, un après-midi à table, quand les enfants étaient sortis de table. Mais je me rappelle qu'il n'arrivait pas à se décider, est-ce que je vais t'enterrer, incinérer? Oh, je sais pas, tu m'embêtes avec tes questions, pourquoi on parle de ça? Enfin voilà, il y avait un côté je fuis, comme beaucoup, je pense. Et à la fin, il m'a dit, écoute, tu me connais par cœur, tu prendras toujours la bonne décision. Et ça m'est revenu il y a quelques mois seulement. Et je me suis dit, mais c'est pas une vue de l'esprit parce que, bref, je nous revois dans la pièce en rangeant la vaisselle, etc. Donc je me dis, bon, j'ai fait au mieux, voilà, en fonction de l'état dans lequel j'étais, parce que c'est pas évident. Et sur quoi est-ce que tu t'es appuyée? Alors déjà, je me suis appuyée sur les personnes avec qui j'étais, puisqu'il y avait tous ces proches avec moi pour prendre les décisions. Donc, quand on n'avait même pas besoin d'en parler et qu'on se regardait et qu'on se disait, mais en fait, la décision, on l'a tout de suite parce qu'on savait qui il était et on a toujours pris les décisions en fonction de son tempérament. Et après, pour les autres décisions, mais c'est tout simple aussi, le côté incinéré, enterré. Du coup, j'ai pris l'enterrement. Mais peut-être qu'il aurait voulu être incinéré. Ça, c'est encore la question que je me pose. Pareil, où est-ce qu'on veut reposer? Ses parents avaient déménagé, mais moi je suis en ville, mais je sais pas si je vais y rester toujours. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui peut représenter notre couple? Et c'était le petit village dans lequel on s'est mariés. Et donc il repose dans ce petit village-là, qui est à la campagne, dans le Beaujolais, avec une vue magnifique sur les collines. Il est au calme et à chaque fois que je vais le voir avec les enfants, parce qu'on décore beaucoup la tombe, on met des guirlandes, etc. là pour Noël, je me dis on a bien fait, il est bien ici. Ouais. Un des messages que tu voulais faire passer, notamment, c'était justement cette importance. Vous avez eu cette coup de conversation, t'avais senti qu'il n'était pas vraiment il n'avait pas envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Toi, t'avais envie quand même de dire, si vous pouvez, vraiment, parlez-en, même si c'est pas agréable, même si c'est pas une conversation qui paraît joyeuse, qui paraît glamour et dont on peut se passer évidemment. T'avais quand même envie de dire ça, de dire, mettez-vous en face de ce qui peut arriver réellement. Oui, c'est exactement ça. Et après son décès, j'en ai parlé à beaucoup d'amis. Certains sont allés voir leur notaire. Certains, il y en a une, elle m'a fait sourire en me disant, moi, il m'a dit que c'était dans un petit papier. Tous les comptes étaient écrits sur un papier dans la table de nuit depuis l'accident de ton mari. Enfin voilà, je me dis super, très bien, parce qu'en fait, c'est des petites choses. Mais je trouve que c'est presque un cadeau qu'on fait à l'autre, en fait. C'est de ne pas penser que à soi et c'est se dire comment je peux diminuer le plus possible la charge émotionnelle qui est déjà énorme parce que c'est une déflagration dans une vie par des petites touches peut-être de choses qui auront été réglées en amont ou en tout cas échangées sans en faire un truc trop lourd, mais de se dire allez, on a 5 minutes là, je sais pas, on attend dans la voiture un enfant qui va arriver. Au fait, on n'en a jamais parlé. Oui, ça fait partie de la vie. Je sais, t'as pas envie d'en parler, mais qu'est-ce que t'aimerais toi? Et puis au pire, c'est pas gravé dans le marbre. On en reparle dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être que t'auras changé d'avis. C'est des toutes petites choses, mais moi, il y a 2 choses sur lesquelles il m'a aidé. C'est tout bête, mais c'est étrange. Mais quelques mois avant son décès,
on a entendu une chanson à la radio. Il m'a dit oh là là, j'adore cette chanson. Si un jour je suis enterrée, il faut absolument que tu fasses passer cette musique-là. Et c'est tout bête, mais j'étais contente le jour où j'ai organisé la cérémonie en me disant bah là au moins je sais que ça lui fait plaisir et je sais que c'est ce qu'il aurait voulu. Donc faut pas en faire un sujet trop morbide. Je crois qu'on a un rapport à la mort très particulier dans nos sociétés occidentales d'hyperperformance où elle est trop souvent associée à l'échec, je pense aujourd'hui. On porte plus le deuil, on veille plus nos morts. Enfin, il y a un côté, la mort, c'est comme la vieillesse, on la cache, alors qu'en fait, malheureusement, elle fait partie de la vie. Et si elle fait partie de la vie, elle doit faire partie aussi du couple. Et il faut le voir comme un cadeau qu'on fait à l'autre, de pouvoir lui dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas, pour t'aider à affronter tout ça. Merci Bérangère. Marie-Lise, est-ce que tu aurais des conseils? Plein de choses qui me tiennent à l'esprit en l'écoutant. Je suis hyper touchée. Puis avec les hormones de la grossesse, ça papillonne dans tous les sens. C'est très émouvant. Je vais rebondir parce que je trouvais ça hyper intéressant aussi quand tu parlais de lui parler à voix haute, aussi même dans un état où il peut pas te répondre. Enfin, bon, ça me fait toujours sourire là, les médecins qui disent ça sert à rien. Moi, j'ai toujours, c'est un peu comme une mère avec son enfant aussi, là, dans une relation très proche. On suit notre intuition et faut y aller à fond. Et aussi, ce que j'aime bien dans cet exemple que tu cites, c'est aussi, on montre à nos enfants, on en parlera aussi après, à l'entourage aussi, qu'il y a autre chose qui existe, que le lien existe au-delà de une interaction aussi où on se parle et qu'il y a quand même toujours un lien, même si l'autre ne peut pas nous répondre, il y a quelque chose qui existe en fait. Et déjà, ça rentre dans cette sphère-là, donc je trouve ça hyper important. Donc déjà, ça induit ça. Et ça induit un deuxième point, c'est que pour toi aussi, quand tu lui parles à voix haute, ça te permet d'accepter aussi, de mettre en mots et de revisualiser tout ce qui se passe et de te le redire, donc de digérer, si je puis dire, la nouvelle une deuxième fois, un peu comme tu disais avec le médecin qui te répétait plusieurs fois les choses. Et moi, je trouve ça marrant, c'est que, en plus, là, tu vois, je suis enceinte, donc on en reparle. Et moi, c'est à chaque grossesse, tu vois, j'ai besoin d'aborder cette question. En fait, je sais pas, c'est fait de donner la vie, ça me ramène à cette question-là. Il y a la mort. En fait, ça me ramène à cet équilibre. Donc à chaque fois, j'en reparle à ce moment-là. Et je te rejoins, même elle a commencé son introduction avec ça, Swazik. C'est que c'est pas forcément, je trouve, un sujet triste. Je trouve qu'aussi c'est très beau dans le sens où c'est très émouvant, je trouve, de parler de ça avec la personne qu'on aime aussi, parce qu'on vient lui retémoigner de notre amour, en fait. Parce qu'on n'a pas cette discussion-là avec n'importe qui. Enfin, c'est vraiment avec la personne qu'on aime le plus, qu'on veut qu'il prenne soin de nous jusqu'au bout et même après. Donc, je trouve que c'est aussi un très beau témoignage d'amour et que c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir. Et là où je veux ouvrir, en tout cas, moi, je sais que personnellement, par là où ça me fait plus réagir, c'est aussi pour l'après, et c'est ce que je vois dans les patients que j'accompagne. C'est aussi, je trouve que tu l'as hyper bien dit, là aussi, diminuer la charge émotionnelle dans l'instant T, au moment de l'enterrement, tout ça, mais aussi pour l'après. Et je trouve préparer la personne à l'après pour tout ce qui est culpabilité ou aussi pour la suite, parce que là, on parle de choses très pragmatiques, incinération, enterrement, mais il y a aussi tout l'après, comment est-ce que tu visualises la vie de nos enfants si t'es plus là? Parce que moi, je sais que c'est des questions qui me tournent le plus autour aussi. C'est, par exemple, est-ce qu'on vend la maison de famille ou est-ce que c'est important? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment est-ce que tu visualises l'éducation de nos enfants? Si un jour je dois refaire ma vie, si tu disparais. Aussi, je trouve que de parler de tout ça, quand on a une famille, ça aide, en tout cas, les personnes à se reconstruire après dans les couples que j'accompagne, où il peut y avoir un deuil. Donc toi, je sais pas si vous aviez parlé de ça aussi, de la place de vos enfants et de votre famille de son vivant, ou si tu as dû aussi improviser, voir... Non, j'ai improvisé, c'est une bonne question pour la maison. En plus, dans la maison, il avait tout refait lui-même. Donc, en fait, chaque centimètre carré me rappelait un chantier, un souvenir, un gros mot prononcé parce qu'il s'était tapé sur le doigt, enfin voilà. Et je me suis dit, dans l'été qui a suivi, il va falloir qu'on discute avec les enfants. Donc, j'ai pris beaucoup de temps et on y est revenu à plusieurs reprises pour leur en parler, pour leur dire il nous faut un nid à nous, un endroit où on reprend de l'énergie, et la maison nous en prend et tout le reste aussi. Donc je leur ai proposé soit de déménager, soit de refaire intégralement la maison. Et ils ont choisi de rester. Après, je les comprends, il y avait leurs amis, c'était aussi leur repère et ils avaient déjà perdu un très grand repère dans leur vie. Et donc le fait d'avoir restauré cette maison, juste de changer les meubles, les couleurs, etc., ça nous a vraiment ressourcés, fait du bien. Et c'est aussi, je pense, ça nous a permis de rentrer dans une nouvelle dynamique de famille, parce qu'il faut aussi accepter qu'aujourd'hui, nous sommes une famille de 4 seulement, plus de 5, et qu'aujourd'hui, je suis une mère solo. Donc ça aussi, c'est pas facile à accepter. Je commence petit à petit à l'assimiler. Mais pour revenir à ce que tu disais sur l'après, je sais que j'ai pu échanger depuis, parce que je me suis fait
quelques amis veufs et veuves à peu près de mon âge, et certains ont malheureusement accompagné leur conjoint malade, donc ils ont pu avoir ce type de discussion. Et j'ai souvenir d'une amie qui m'a dit que son époux lui avait dit, et là elle l'avait disputé, j'aimerais que tu sois heureuse, j'aimerais que tu refasses ta vie, que tu rencontres quelqu'un. Bien sûr, elle ne l'a pas entendu, elle l'a disputé ce jour-là, mais elle m'en reparle après, donc je sens que ça l'a beaucoup aidée pour se dire, si un jour ça se présente, je sais qu'il serait d'accord avec ça. Et ça aussi, c'est un cadeau qu'on peut faire effectivement à l'autre. Et ensuite, pour te dire par rapport aux grandes questions, moi, je continue à m'engueuler avec Xavier. Souvent, je le dispute. Je lui dis, mais là, qu'est-ce que tu ferais? Et puis, aide-moi. Voilà. Il me répond pas, mais moi, ça me fait du bien de le verbaliser en tous les cas. Et puis, il me répond peut-être d'une façon ou d'une autre. Mais oui, si on peut le faire en amont, faisons-le. Je trouve ça juste hyper intéressant aussi ce que tu as pu dire, à la fois de lui laisser une place, mais qu'il soit pas envahissant dans votre espace. Parce que moi, c'est des choses que je vois beaucoup dans les couples que j'accompagne, où en fait, c'était plutôt dans les situations que j'ai pu voir où c'était un enfant qui était décédé, mais où en fait le mort est omniprésent, et en fait ça étouffe complètement la famille. Et je trouve ça chouette en fait aussi de pouvoir en parler en famille avec les enfants, de se dire quelle place on lui laisse. Il est toujours présent dans nos cœurs, dans notre lien. Mais en même temps, faut pas qu'il soit omniprésent, quoi. Et je trouve ça intéressant ce que vous avez pu faire avec ce changement. On change un peu la déco, parce qu'on a besoin d'une nouvelle énergie et d'accepter cette nouvelle identité familiale. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a aussi cette culpabilité de dire, si on lui laisse un peu moins de place, est-ce que ça veut pas dire qu'on va l'oublier ou qu'on fait comme s'il avait jamais été là? Donc, il y a un peu ce deal, quoi, à faire avec soi. Oui, et je crois aussi que, alors moi, c'est ce qui m'anime depuis le début, c'est je fais en fonction de mon ressenti depuis qu'on m'a passé ce coup de téléphone où on m'informait de l'accident. Donc en fait, quand je sens les choses, je me dis c'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'est ce qui me parle. Et on parle tous les jours de Xavier. Je m'oblige pas tous les matins sur ma to-do list à écrire parlons de Xavier. C'est pas du tout ça. C'est un événement qui va nous faire sourire, une bêtise d'un enfant. Et comme mon mari était un peu psychorigide, maniaque, on disait oh là là, papa là il serait pas content. Et puis on se met à en sourire en fait. Donc c'est effectivement le faire vivre par petites touches. Là derrière moi il y a une photo de lui. Il y en a une ou deux dans la pièce à vivre, mais c'est tout. Parce que c'est trop on a tendance à idéaliser nos morts aussi parce que forcément ils sont plus là, donc tous les défauts sont gommés, les qualités restent, mais je peux vous dire qu'il était formidable, mais il avait plein de défauts, voilà, comme moi, comme tout le monde, mais oui, trouver la juste place, parfois je peux comprendre que ça peut être difficile, et c'est aussi en fonction peut-être des maladies, et puis forcément peut-être un enfant c'est peut-être différent, je sais pas. Il y avait un deuxième message que tu voulais faire passer, Bérangère, et que complètement dans la ligne d'amour toujours, c'est un peu le message carpe diem. C'est dire, tant que vous êtes là l'un avec l'autre, profitez de chaque jour. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire dans ma communication. Quand, par exemple, ça va pas très bien, quand on est sous tension, quand on s'est disputé puis qu'on laisse un silence, quand on boude. Notamment, c'est de se dire, mais en fait, dites-vous que demain, vous pouvez avoir ce coup de fil et vous pouvez ne plus vous revoir. Toi, tu dis très bien, tous les matins, on prenait le temps de s'embrasser parce que la moto faisait qu'il prenait un risque, mais sans ça, je pense qu'on peut vraiment s'embrasser tous les matins en se disant, on peut ne pas se revoir. Alors, évidemment, de vivre comme ça, Marie, tu pourras peut-être nous dire, c'est peut-être pas toujours très bon parce que ça peut être se dire l'autre peut mourir, tu vois, générer une angoisse. Mais moi, je trouve que ça donne ça permet de prendre conscience que finalement c'est fragile, et en fait on le sait tous, c'est le deal de la vie, c'est la mort sur terre. Donc après on a notre foi, on a pour se dire qu'il y a la vie ailleurs qui nous attend, mais il n'empêche que sur la terre en tout cas, ne soyons pas étonnés, le deal vous vivez, mais à tout moment vous pouvez mourir. Peut-être que si on avait un peu plus de légèreté par rapport à ça, on se rendrait compte aussi que on peut vivre chaque jour avec cette pensée-là pour profiter, en fait, d'avoir l'autre à nos côtés et de se dire, il y a pas une journée à perdre. Enfin, moi, je sais que des fois, avec Arnaud, quand on a une journée où on a manqué de tendresse, on s'est disputé, on s'est un peu boudé à la fin, mais je me dis, franchement, j'ai perdu une journée, quoi. Même si on va me dire que dans un couple, c'est normal, il faut passer par là, les crises et tout. Oui, mais moi, je vis plus avec cette idée qu'il n'y a pas trop de temps à perdre. Vous, j'ai l'impression quand même dans ce que tu nous as raconté que vous étiez un couple qui vivait pleinement. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu te le dis, tu vois. À la fin de la journée, tu arrives à en avoir conscience, donc c'est bien parce que ça veut dire que ça revient quand même à petite touche de prendre conscience de la chance que tu as. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais nous souvent, alors moi ça l'énervait quand je disais ça, mais je lui disais souvent, mais t'as vu comme on est riche? Et il me disait, mais on est riche de quoi? Je lui disais, mais regarde, on a un toit sur la tête, on a 3 enfants en bonne santé. Et je lui disais, et on s'aime énormément depuis toujours.
mais qu'est-ce qu'on est riche, on a beaucoup de chance. Donc ça, moi en tout cas, j'en avais conscience et je l'embêtais régulièrement avec ça. Mais oui, c'est un regard sur l'autre, c'est aussi se dire. Alors moi, c'est ma signature de vie depuis qu'il est décédé, c'est de se dire dès qu'il arrive un petit souci dans la vie, et il y en a tous les jours. C'est de se dire c'est pénible mais c'est pas grave. Voilà, le c'est pénible mais c'est pas grave. Maintenant c'est ma signature de vie. Donc dès qu'il m'arrive quelque chose, je me répète ce mantra en tête. Alors est-ce que c'est lui qui me l'a soufflé inconsciemment? Je sais pas. Mais c'est pénible mais c'est pas grave. Et oui, il faut profiter d'avoir l'autre avec soi. Souvent pareil, des fois on oublie au bout d'un moment pourquoi on fait la tête après s'être disputé. Je me dis si on oublie, c'est peut-être que c'était pas si important que ça. Et puis si on a choisi l'autre, c'est aussi pour ses défauts. Donc alors faisons pas avec, c'est pas ça, mais essayons de l'accepter tel qu'il est, de lui faire prendre conscience qu'à certains moments, il faudrait quand même qu'il gomme certains aspects, parce qu'on connaît le quotidien, on sait que parfois on est plus fatigué qu'autre chose, mais c'est bien de remettre les pendules à l'heure régulièrement, et ça, on le faisait, et un peu comme un enfant, des fois, il attendait que je le dispute un peu fort, il me disait, ouais, c'est bon, t'as raison, j'ai un peu abusé là, et donc, il était un peu plus attentif dans la période qui suivait. Mais c'est un déséquilibre, un équilibre constant, je crois, le couple. Donc déjà de se rendre compte, comme tu le disais, au bout d'une journée, ah mince, on n'a pas passé du temps de qualité, on n'a pas échangé les yeux dans les yeux quelques minutes, c'est dommage. Voilà, c'est déjà bien en fait d'en avoir conscience. Et quand on a préparé cet épisode, je sens que tu m'as dit que vous aviez à un moment donné de votre vie, toi notamment, pris conscience que le temps filait et qu'en fait vous étiez laissé prendre par le rythme, par les enfants, et qu'en fait votre couple il avait été un peu mis de côté. Oui, c'est à la naissance c'est ce que je disais de mon aînée. En fait, elle est née une semaine après qu'on ait emménagé dans notre maison où il fallait tout refaire intégralement. C'était un petit pavillon des années 60. Et là, vraiment, ça a été comme tous les trentenaires, je pense, de notre époque, des boulots très prenants, les travaux de la maison qu'on faisait nous-mêmes parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, les enfants qui sont nés, on en a eu 3 en 5 ans. Et au bout d'un moment, il y a eu un petit regard dans le rétro et je me suis dit, attends, là, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils seront plus grands, les enfants, ils vont partir et c'est très bien, c'est dans l'ordre des choses. Mais nous, en tant que couple, il va falloir peut-être qu'on se pose un peu plus. Et c'est là où, justement, les carnets de couple sont arrivés, que je me suis dit, alors j'écoutais votre podcast et lui, comme il détestait les podcasts, en général, il me disait, bon alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc je faisais un résumé le soir quand on était à l'apéro autour d'une bonne bière et je lui racontais et là, on échangeait justement et il rebondissait sur les arguments. Donc ça nous a fait cheminer et c'est se garder, même si on peut pas se faire un resto, des fois un ciné, des fois on prenait un RTT et on se faisait un ciné l'après-midi avant d'aller chercher les enfants à l'école. On avait l'impression de faire une école buissonnière, mais c'est des toutes petites choses, ou même les carnets de couple, comme notre deuxième ne faisait pas ses nuits, donc on sortait pas pour pas embêter nos proches pour le garder. Eh bien, on le couchait le plus tôt possible et on faisait ça dans la cuisine, sur le bar, avec une planche de charcuterie. Donc en fait, dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. On a toujours le temps pour tout dans la vie. Et si le couple c'est pas la priorité, c'est quoi en fait? Parce que c'est quand même le ciment de tout. Et moi, j'ai toujours dit, et je le redirai toute ma vie, le plus beau jour de ma vie, ça n'a pas été la naissance de mes enfants, même si je les aime du plus profond de mon cœur. C'est vraiment le jour de mon mariage, quoi. On va te recruter chez Amour Toujours. Ouais. Il y a le message parfait. Marie-Lise, est-ce que tu veux... Non, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, est-ce que, en gros, ça serait un peu vivre dans l'anxiété, de se dire, ça peut finir, et je pense pas, en fait, c'est toujours sous quel angle on le voit. Est-ce qu'on le voit sous l'angle un peu anxieux de, attention, on peut mourir, comme on pourrait parfois certains parents font comme ça, c'est plutôt le voir sur le versant positif aussi, comme elle le dit Bérangère, en fait, c'est se dire aussi chaque moment est précieux. Enfin, moi, je sais que j'y tiens aussi, quoi, à ce baiser du matin où on se regarde dans les yeux. En fait, je me dis, c'est mon amoureux, quoi. J'ai envie qu'il sache à quel point je l'aime quand il va au travail, qu'il ait cette énergie. Et je te rejoins parfaitement, ça me parle beaucoup. Je pense que ça parlera aussi à beaucoup de personnes, ou si ça peut leur parler, ça serait génial. Mais de pouvoir se dire aussi à quel point on est riche. Moi, je sais que je dis tout le temps, mais qu'est-ce qu'on est heureux, elle est géniale, notre vie, t'as vu tout ce qu'on a, tout ce qu'on cultive. Et je trouve que de pouvoir se le redire et se le redire, en fait, parce que je vois tellement de couples, moi, c'est ça, qui ont la trentaine, qui ont 2 enfants en bas âge, et en fait, ils ont tout pour être bien. Et en fait, comme ils n'ont pas pris soin de leur couple à un moment, ou ils se sont pas engagés avec la bonne personne, ou ils n'ont pas pris soin d'eux au début, en fait, ils ont tout pour être heureux, mais ils sont incapables de l'être, quoi. Et ça me fend le cœur, en fait, de me dire, en fait, chaque moment est précieux, mais il faut en prendre soin, en fait. Tout ce qui est précieux, ça l'est aussi si on en prend soin et qu'on le nourrit. Donc, ça donne encore plus de sens, en tout cas, à notre travail, Sozik, et à ce qu'on accomplit. Et c'est très chouette, en tout cas, de t'entendre et d'entendre ce témoignage d'amour. Enfin, ça nourrit vraiment, en tout cas. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bérangère, que t'es une femme apaisée?
Depuis peu, oui. J'ai beaucoup cheminé. Je dirais qu'au tout début, les 6 premiers mois, je me suis concentrée complètement sur mes enfants et justement mon environnement, donc la maison, en me disant toi, tu verras plus tard pour ta partie à toi. Donc vraiment, je me suis noyée, dans l'accompagnement, accompagnement psychologique, physique aussi, parce que des fois, ils sont allés chez l'ostéopathe. Je me dis les tensions, elles arrivent aussi, bref, dans le corps, etc. Et puis cette maison avec tout à refaire. Et là, en deuxième partie d'année 2025, je me suis dit allez, c'est ton moment à toi. Donc je suis partie, par exemple, plusieurs jours pour une retraite dans une retraite dédiée aux veufs et aux veuves précoces de moins de 55 ans, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était 3 jours incroyables. Je pense que j'ai laissé une partie de mon chagrin là-bas. Et aujourd'hui, j'accepte que la vie passée avec Xavier a été un très grand morceau de ma propre vie, mais que ma propre vie ne s'est pas arrêtée le jour de son décès à lui. Et le connaissant son amour pour moi, je pense qu'il aurait pas voulu que j'arrête tout non plus. Donc j'essaie d'honorer sa mémoire, de retenir tout ce qu'il m'a transmis. C'est ce que j'appelle son héritage à lui. C'est ce que je te disais, c'est sa façon d'étendre le linge dans le salon. C'est des petites choses, mais tous les jours, je pense à lui d'une manière ou d'une autre en me disant, ça, c'est lui qui m'a transmis ça. Et je trouve ça beau de le continuer à le faire vivre. On dit bien, les morts continuent de vivre dans nos souvenirs et dans nos petits gestes comme ça. Donc oui, je suis plus apaisée. Et surtout, j'ai accepté l'inacceptable, mais qui aujourd'hui fait que mon identité est qu'aujourd'hui, je suis la maman, l'heureuse maman de 3 enfants, mais aussi la veuve d'un mari merveilleux. J'ai un petit message pour Xavier. On est ravis, Xavier, à travers ta femme Bérangère, de t'avoir reçu aujourd'hui à notre micro, parce que même si tu nous écoutais pas trop, tu voulais quand même savoir ce qu'on disait sur notre podcast, et on espère que parfois ce qu'on pouvait dire, les sujets qu'on pouvait traiter, t'a permis d'avoir de belles conversations avec Bérangère et d'avancer, de faire du couple que vous êtes. Vous avez été un couple si solide, si fort et si amoureux. On en a tellement besoin. Et Bérangère, on a une nouvelle tradition dans ce podcast depuis le début de la saison 6, c'est qu'on propose à la personne qui veut nous parler d'adresser un message à son homme ou à sa femme en cette fin de podcast. Sens-toi complètement libre, mais voilà, si tu as envie de le faire, le micro est à toi. Une phrase me revient quand on s'est mariés, dans notre livret de mariage, il y avait la fin d'un texte qui dit « L'amour ne passera jamais ». Et voilà, c'est ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est que je l'aime et que l'amour ne passera jamais et que jusqu'à mon dernier souffle, je l'aimerai. Je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas ce qui m'attend. Quand on a vécu ça, franchement, on se dit que de toute façon, on peut jamais rien prévoir dans la vie. Donc aujourd'hui, je suis forte de ce que tu m'as donné, Xavier. Et je te remercie de m'avoir aimé, de m'avoir fait une place dans ta vie pendant 20 ans. Merci beaucoup, Bérangère. Merci. Merci, Swazik. Merci, Marie-Lise. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.